tout le monde va bien, les vacances sont finies, en tout cas les miennes, et il est temps de lire des comics, ou du moins de vous parler des dernières lectures, et c'est un nouvel épisode de Corpstock, un podcast de Marvel Planet. Jonathan Hickman est de retour chez Marvel Comics. Pour son retour, il voulait être libre et taper fort. Il prend donc en main le sceau de la mutanité. Il veut balayer tout ce qui a été fait récemment, et ça tombe bien parce que j'ai complètement lâché l'affaire sur les X-Men Blue, Gold, Red, Astonishing et tout ce que vous voulez. Bref, j'ai complètement oublié. Je dois avouer, si vous ne me suivez pas sur Twitter, et donc vous ne le savez peut-être pas, mais je l'ai crié assez haut, fort et pendant très longtemps, que je n'aime pas trop Hickman, notamment depuis Secret Wars. En fait, c'est à peu près la seule chose que j'ai lu de lui. Non, j'ai lu Infinity aussi. Bref, cette histoire avait vraiment été une torture et je me suis dit « Ah, enfin, ce type s'en va et casse-toi parce que c'était pas bien. » Mais bon. Donc il revient. Et il revient sur les X-Men. Ah, c'est con parce que je me considère quand même comme une fan des X-Men, même si je dois dire que sur ces dernières années, j'ai quand même sacrément survolé parce que depuis le départ de Bendy, je suis inconsolable et j'ai du mal à m'y retrouver. Donc, des X-Men que j'aimerais bien un jour relire et l'arrivée de Hickman, je me suis dit « Ah merde, à moi la traversée du désert et à moi des longs moments pénibles où je vais subir toute la hype de mes amis. » Oui, je parle de vous, Toine, Cyril, Lionel et Aurélien. Je vous aime très fort. Alors voilà, Hickman arrive et ça nous tease dans les grandes pompes l'arrivée de House of X. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis laissé tenter. Très certainement parce que justement, les 4 zigotos que j'ai cités arrêtaient pas de dire que c'était trop bien et que ça allait être bien. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais tenter son bazar avec les séries House of X et Powers of X qui vont se mélanger et que je vais rien comprendre, mais c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Alors oui, si vous ne le savez pas, Hickman a décidé de faire deux séries qui servent de fondation à son run et qui ont été teasées comme étant magistrales. 2 séries, donc House of X avec Pepe Larraz au dessin et Powers of X avec Hervé Silva au dessin. Les couleurs sont gérées pour les 2 séries par Marte Garcia et le lettrage est l'œuvre de Clayton Cowles. Bref. Hein, c'est pas Donny Cates, mais c'est à peu près pareil sur mon nom de comment on dit des noms en anglais. Donc les 2 séries s'entrelacent, parce qu'on ne lit pas une série et après on passe à l'autre. Bref, on passe d'un numéro à l'autre, et puis ça fait des ping-pong de ce que j'ai compris. Et c'est pour cette raison que les reviews seront toujours consacrées à House of X et à Power of X, mais 2 par 2. Donc ça sera... Bref. J'ai l'impression de dire que c'est très compliqué, mais en fait c'est assez simple. Comme vous allez le voir, cette première review est normalement à peu près simple. Et on va commencer avec House of X 1, donc qui était le premier numéro qui était sorti, le premier numéro de Hickman consacré aux X-Men. Alors au début, oui, je me suis dit, vas-y, je vais juste regarder les dessins, parce que évidemment, quand c'est Larraz et Garcia, c'est toujours très très beau. Et oui, non, vraiment là sur ce coup, oui, c'est de l'amour, il y a du feu, c'est du feu dans les yeux, chaque panel aussi mériterait d'être dans un musée, tellement c'est magnifique. Et d'ailleurs, Larraz a beaucoup publié sur son travail en noir et blanc, et je crois qu'un certain éditeur français que nous avons et qui s'appelle Panini Comics a une collection dédiée à des comics qu'il sort en noir et blanc. Donc oui, faites une édition en noir et blanc de House of X par Pepe Larraz et je vous en achète 15. Et j'offre le 16e. Voilà, faites ça. Mais bon, ça c'est très très beau, mais est-ce que on a vraiment envie de s'intéresser à ce que propose Hickman avec les X-Men ? Eh ben, c'est surprenant et à la fois pas tant que ça. J'ai quand même un énorme sentiment de déjà-vu, mais il y a des petits détails qui laissent comprendre que en fait tout n'est pas rose. Normal, c'est les X-Men et c'est jamais la fête. Une fois de plus, on retrouve les mutantes et les mutants qui se sont construits un havre de paix, donc un foyer, et il a le doux nom de Krakoa, une belle île au milieu de nulle part, reliée à différentes villes avec des portails végétaux. Non, le rêve de Charles Xavier, qui est debout sur ses 2 jambes, merci Fantomex pour ton aide, avec un cérébreux visé sur la tête, on se dit mais c'est quoi ce bordel ? Eh bien ce bordel, c'est tout simplement Charles Xavier qui veut que son peuple soit reconnu
par tous les États de la planète parce qu'ils ont maintenant une Terre et qu'ils veulent être indépendants. Et comme signe de bonne foi, ils proposent 3 médicaments aux êtres humains pour améliorer la vie et des médicaments faits à partir de plantes. Non, franchement, cette histoire de plantes, on va dire que c'est le turfu. Donc, on a les humains qui débarquent et évidemment, on se dit « Hey, un nouvel État qui veut se construire, qui veut vivre selon ses propres règles, qui veut qu'on l'impose et qui en plus a un transport ultra rapide, écologique, où des armées peuvent passer à tout moment et où Greta Thunberg te dirait « Oui, c'est très très bien comme moyen de locomotion. » Eh ben ça pose problème aux humains, on est d'accord. Et puis en plus de ça, je vous épargne le comportement de Magneto, qui se dit... Allez, petit spoil qui dit qu'il est un dieu, parce que les mutants sont des dieux, et Cyclops qui fait froid dans le dos. Et puis des pages dossiers de Charles Xavier et des messages dans d'autres langues, enfin dans la langue des X-Men maintenant, parce qu'ils ont leur propre alphabet, et c'est assez drôle à faire. Mais tout ça, c'est quoi ce bazar ? C'est quoi Ouais, c'est ça, c'est quoi cet univers ? Ça fait des années qu'on nous dit les X-Men ils sont toujours tabassés, ça fait des années où ils essayent d'avoir leur univers ou leur monde ou leur réalité à eux, enfin c'était plutôt des mondes bref, même ils sont même allés jusque dans les limbes, ils se sont fait plus ou moins niquer par les inhumains. Voilà, on le sait, en fait la cohabitation c'est pas possible. Et là justement, c'est pas une histoire de cohabitation, là c'est les mutants s'imposent et en plus de ça, ils s'imposent en disant « Hey, on s'impose avec des plantes ». Moi, ça m'a un petit peu fait penser à Ultimate X-Men. Je crois que c'est vers la fin de cet univers. Et c'est quand l'équipe était dirigée par Kitty Pryde et on leur dit « Bon, bah, on vous aime bien, mais en fait, on va vous donner une terre. Bon, on va vous donner une terre toute pourrie au milieu du désert où il n'y a rien qui est possible. » Et justement, avec leur pouvoir, ils arrivent à faire pousser des choses, à avoir un environnement qui est viable. Ils arrivent même à avoir une forêt, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Et c'est assez magnifique. Et donc... Ils ont même une espèce de lentille qui permet de nourrir tout le monde en étant... Bref, et puis ils la vendent, et puis évidemment, ça leur revient dessus. Et là, je me dis, ah, c'est trop bien, ça va se finir comme dans Ultimate X-Men. Donc voilà, en fait, il y a ça. C'est qu'il n'y a pas des nouveautés par rapport aux X-Men, mais il y a des choses qui sont reprises, mais en même temps, il y a un petit côté derrière, un petit détail qui fait que... Non, en fait, ça change. Et notamment ce rêve de Xavier qui était... Non, on va vivre en cohabitation, on va vivre tous ensemble. Et finalement, le rêve de Xavier est en train un peu de suivre ce que disait Magneto. Donc, Magneto avait raison. On en reviendra à ces magnifiques t-shirts qu'on portait tous à un moment. Ça fait un peu froid dans le dos. Et puis d'ailleurs, en parlant de plantes, je crois que Hickman, pendant qu'il a quitté Marvel, il a pris des cours de botaniste parce que tout de suite, il nous colle une grande menace, et c'est une grande menace humaine, sans surprise. En plus, une menace humaine, mais qui a de la technologie avec des gros trucs, à mon avis, qui sont lancés pour défoncer les mutants. Et donc c'est une identité qui récupère un peu d'ancien Shield, un peu d'ancien Hydra, un peu de Strike, un peu, bref, de tout ce qui normalement ne devait pas fonctionner ensemble, mais là, bizarrement, ça a fonctionné ensemble, et ça s'appelle Orchid, ou Orchidée, quand on est... pas spécialement bilingue, et qu'en plus, quand on a des mots anglais, on le dit très mal. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans House of X1, et que j'ai un petit peu de mal à vous exprimer, c'est que enfin, il y a quelqu'un qui a pris en main les choses et qui a reconnu qu'il y avait des grosses erreurs chez les X-Men, et notamment une des erreurs, et j'en reviens en fait à cette histoire de Xavier et Cyclope qui font un peu froid dans le dos, mais à juste titre, ces gens-là se sont fait défoncés par tout le monde pendant des années, pendant des décennies. On leur a envoyé les sentinelles et personne n'a jamais réagi au sein des super-héros. Enfin, pour moi, les Avengers, ils ont jamais rien fait. Ou la seule fois où les mutants, ils étaient sur le point de disparaître, le Phénix débarque, et qu'est-ce que font les Avengers ? Ah non, c'est pas bien. On n'est pas d'accord. Et enfin, je trouve que ça change de registre. Donc ça prend des éléments qu'on connaît, mais il y a ce petit twist qui fait que, non, enfin, on va être honnête avec les X-Men, qu'ils ont une vie de merde, qu'on les a jamais vraiment considérés, et ça devient peut-être finalement vraiment cette menace que les humains ont toujours redoutée. Donc, c'est ces petites choses que j'ai beaucoup aimées dans House of X et qui m'ont dit « Ah, j'ai envie d'en savoir plus parce que
bah à mon avis, il va y avoir un truc qui ne va pas. Mais justement, il y a un truc qui ne va tellement pas que, en le lisant, je me suis demandé est-ce que c'était la réalité. Et est-ce que c'était pas ce nouveau Charles Xavier un petit peu vénère et qui n'a aucun souci à utiliser le corps de Fantomex et à dire bye bye à la conscience de Fantomex en disant en fait depuis des années on se fait un petit peu martyriser, on tend l'autre joue, on ne dit trop rien. Est-ce qu'il serait pas temps de regarder s'il n'y a pas moyen que le sort des humains, des mutants, ça s'améliore. Et pour moi, en fait, ma seule petite théorie, c'est qu'on n'est pas dans la réalité et que c'est une projection, un plan que pourrait être en train de concevoir Charles Xavier en disant si on fait ça et que normalement les gens vont réagir de cette manière, est-ce qu'il y a un autre moyen de s'en sortir ou est-ce que inlassablement, dès qu'on tentera de faire quelque chose, la Terre entière va nous retomber dessus, la Terre entière va nous envoyer des sentinelles, et en fait, on est condamné à être les victimes de la planète Terre. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, peut-être que Powers of X1 va pouvoir me répondre à ça. Et d'ailleurs, en fait, évidemment, quand on savait pas, et quand on voyait les noms, moi, la première, je pense que je ne suis pas la seule, on a toujours lu ça comme étant Power of X. Et en fait, non, on devrait plutôt dire Power of 10, parce que voilà, c'est le fameux grand retour de la blague entre X et 10, comme on l'avait connu pour Wolverine, qui était Weapon X, et en fait, qui était plutôt Weapon 10. Et ben ça pue, en fait, le futur des mutants, parce que cette série va dans le futur. Vraiment, ça pue, et enfin, ce qu'il en reste pour les mutants, parce qu'ils sont plus très très nombreux. Et voilà, donc on en revient un peu à une histoire beaucoup plus classique pour les X-Men, mais on a envie d'en savoir comment ils en sont arrivés là, comment Orchidée a mis la main... Enfin non, est-ce que Orchidée a mis la main sur la plante de Krakoa qui permettait au final de défaire cet havre de paix, parce que ce havre de paix avait déjà son propre cancer. Est-ce que Rasputin et l'elfe rouge, dont j'ai oublié le nom, vont s'en sortir? C'est quoi ces parallèles entre les timelines X1 et X2? C'est quoi ce truc bleu dans X3? Et alors, oui, maintenant on va avoir plein de X et plein de numéros, ça va être génial. Et ce truc, vraiment, ce truc bleu, va falloir m'expliquer. Parce qu'au final, est-ce que c'est quoi? C'est une guerre humain-mutant ou c'est une guerre humain-mutant-machine? Et il fallait juste tout fusionner, et est-ce que les machines nous ont pas fait un espèce de Terminator? Bref. Je pense que Power of X a été volontairement compliqué et prise de tête par rapport à House of X, qui est certes nouveau, mais qui est beaucoup plus simple à lire. Power of X est là et l'élément perturbateur. Et le truc de voilà ce qui se passe dans le futur, mais que t'as envie de comprendre, mais que tu comprends pas, et que les cases, t'essayes de les lier les unes avec les autres, mais t'es pas sûr de bien les lier. Et si autant j'adore le travail de Larraz, je dis pas que je n'aime pas le travail de Silva, justement, pas... C'est pas ça, mais comme lui, il est beaucoup plus dans l'action parce que la situation est catastrophique et qu'il y a, en fait, il y a tout de suite du vol, on vole des choses, il y a tout de suite de l'action. Il peut moins se poser, et il peut moins faire des panels de poseurs comme Larraz. Enfin, je vous rejette sur le panel de Magneto qui débarque dans sa tenue blanche avec la cape au vent. Bref, c'est tout simplement génial. En tout cas, voilà. Cette review est très bordélique, mais ce qu'il faut retenir de cette review, c'est que c'est une... Comment dire ça? Ça peut promettre de belles choses pour les X-Men. Ça peut promettre enfin avoir une nouvelle porte d'entrée intéressante. Ça peut promettre justement de sortir un peu de cette redondance que les X-Men se tapent depuis des années, où ça n'en sort pas, et au final on lit juste ou on survole parce qu'on aime quand même un peu les personnages, on a un peu envie de suivre. Là finalement on n'a pas besoin de savoir grand chose parce qu'il s'est passé des choses avant, et Hickman il a un peu dit en fait je m'en fous, je veux ça. Et j'ai peut-être envie de laisser sa chance à Hickman, pardon. D'ailleurs, voilà. Hickman sur les X-Men, ça fait X-Man. Et de lui laisser...
et de voir jusqu'où il va nous emmener. Je connais pas beaucoup les schémas et les constructions de narration de Hickman, donc peut-être qu'à un moment je vais être perdue. En tout cas, ce Power of X, je annonce un peu des prises de tête, mais en tout cas, rien que House of X, moi cette série, voilà. Ce premier numéro, j'y crois, et je me dis, c'est trop bien. Power of X, je me dis, yeah, ça va être compliqué, et peut-être qu'à un moment, je vais commencer à râler sur Hickman. En tout cas, si il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, c'est que ces séries-là m'apportent un peu cette excitation. Voilà, je suis un petit peu excitée en lisant ça, en attendant ce qui va arriver après, et finalement, les comics, en tout cas pour moi, c'est ça. Donc si vous aimez les X-Men, allez-y. Si vous ne connaissez pas les X-Men, allez-y et prenez une boîte de Doliprane. Et si vous aimez les comics, je pense que voilà, c'est pour tout le monde. Donc en fait, lisez ou tentez de lire ou dites-moi si vous comprenez des choses mieux que moi. En tout cas, très certainement mieux que cette review qui est complètement bordélique. Je m'en excuse et je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. C'est tout pour moi. À la prochaine où je parlerai donc de House of X 2 et Power of X 2, enfin Power of 10 2. Salut tout le monde et bon courage si vous avez été jusqu'au bout. Et merci aussi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corps Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!